bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. À 1 heure de la fin du deuxième ultimatum, la situation reste confuse en Irak autour des 2 journalistes français retenus en otage. En milieu d'après-midi, une chaîne d'information arabe évoquait une libération imminente. Un peu plus tard, au contraire, les plus hautes autorités religieuses sunnites du pays faisaient part de leurs craintes. La France poursuit ses efforts tous azimuts pour établir un lien avec les ravisseurs et mobiliser les capitales arabes. Le retour des attentats suicides contre les civils en Israël. À quelques secondes d'intervalle, 2 kamikazes ont fait exploser leurs bombes dans 2 bus à Beersheva, dans le sud du pays. Il y a 15 morts, attaque revendiquée par le Hamas. En France, la baisse du chômage en juillet, la première depuis 5 mois. On verra que la reprise se fait sentir, notamment dans le bâtiment. La rentrée scolaire sous le signe du retour aux savoirs fondamentaux. François Fillon, le ministre de l'Éducation, a fait connaître ses priorités pour le collège: la lecture, la dictée, la récitation et la rédaction. L'infarctus est prévisible dans 9 cas sur 10. Les facteurs de risque sont toujours les mêmes. C'est le résultat d'une grande étude menée dans une 50aine de pays et rendue publique aujourd'hui. Enfin, la grande rentrée de France Télévisions. Vous saurez tout sur les programmes de cette saison. En vedette sur France 2, entre autres, le documentaire et un journal de 13 heures. Nouvelle formule. Des signes d'espoir d'un côté, des signes d'inquiétude de l'autre. C'est une nouvelle journée éprouvante qu'ont vécu les proches et les soutiens très nombreux de nos 2 confrères, Christian Chesneau et Georges Malbruno, et de leur chauffeur syrien. Les informations contradictoires se sont succédées cet après-midi. Hier soir, l'ultimatum des ravisseurs avait été reporté de 24 heures. Les 2 journalistes sont apparus sur une nouvelle vidéo, fatigués mais semble-t-il en bonne santé. Vous n'entendrez pas leur message. Nous avons décidé de ne pas le diffuser car il a été manifestement prononcé sous la contrainte. Récit de ces dernières 24 heures avec Jacques Cardoz. Christian Chesneau, Georges Malbruno, une nouvelle fois filmés par leurs ravisseurs. Image diffusée hier soir par la chaîne Al Jazeera, nous avons décidé de ne pas la diffuser dans son intégralité. Nos confrères apparaissent fatigués mais en bonne santé. Ils sont la voix de leurs preneurs d'otages. En anglais, ce sont eux qui réclament le retrait de la loi sur le port du voile. Quelques heures plus tard à Paris, Jean-Pierre Raffarin préside une réunion de crise à Matignon. 5 ministres sont convoqués: Dominique de Villepin, François Fillon, Michel Alliot-Marie, Renaud Donnedieu de Vabre et Jean-François Copé. Des ministres au visage grave, 40 minutes d'entretien, pas un mot. À Montéguet, en Forez, dans l'Allier, le frère de Georges Malbruno n'a que peu de nouvelles. Il reste en contact avec le Quai d'Orsay, il ne cache pas sa douleur. La première semaine, on était moins inquiets, mais depuis samedi, c'est vrai que c'est la grande inquiétude. À la rédaction du Figaro, les nouvelles images suscitent à la fois réconfort et inquiétude. Les sentiments se mêlent, la situation reste indécise. Voir sur une vidéo, c'est réconfortant, surtout que l'ultimatum tombait à ce moment-là. Évidemment, ils ne parlent pas librement, c'est clair, ils subissent un traitement inhumain. Ce qui s'est passé hier soir, c'est le premier ultimatum avec menace formulée claire sur la vie des otages. Moyennant quoi, certes les otages sont en vie, on les a vus hier brièvement, mais je trouve que l'ambiance et notre morale se sont considérablement dégradés. À Bagdad cet après-midi, nouveau coup de théâtre. Les religieux sont pessimistes. La rédaction du Figaro semble éprouvée par ces nouvelles contradictoires. Certains livides ne savent plus que penser. C'est un peu le chaud et le froid parce qu'il y a eu l'annonce d'Al Arabiya sur une libération imminente. Et puis là, il y a une dépêche de Bagdad, des oulémas qui sont plus alarmistes. Mais enfin bon, on est encore dans l'attente. Depuis plusieurs heures, les chaînes arabes n'évoquent plus le sort de nos confrères. Ce soir encore, nul ne sait ce que leurs ravisseurs leur réservent. Oui, le chaud et le froid, donc on l'a entendu, à Bagdad, le comité des oulémas, c'est-à-dire la principale organisation religieuse sunnite, a tenu sa première conférence de presse. Le comité admet ne pas avoir pu entrer en contact avec les ravisseurs et a fait part de ses craintes. Quelques minutes plus tôt pourtant, les chaînes arabes se disaient optimistes. Sur place en Irak, Bertrand Coq, Philippe Jasselin, Tatiana Derouette. Circonstance exceptionnelle, le comité des oulémas sunnites convoque la presse pour avouer son impuissance à contacter les ravisseurs des 2 Français et dire craindre que tout cela n'aboutisse à l'exécution des otages. Mais quel jeu jouent-ils vraiment ces oulémas qui sont la face visible de la nébuleuse islamiste en Irak, et quelle est leur influence réelle sur les groupes radicaux qui opèrent sur le terrain? Ce matin, le porte-parole du Conseil reconnaissait
que la résistance n'était pas homogène, bref, que Dieu lui-même aurait bien du mal à y reconnaître les siens. Ce jeune homme, lui, attend des nouvelles de son père. Il est le fils du chauffeur de Chénaud et Malbruno, enlevé avec eux il y a 10 jours. Ayman, qui préfère ne pas montrer son visage, dit que son père travaillait depuis plus d'1 an avec les 2 journalistes et que la France devrait aussi se préoccuper de son sort. Ayman a été reçu à l'ambassade de France, mais les diplomates n'avaient pas grand-chose à lui dire. Faute de contact direct avec les ravisseurs, nos représentants à Bagdad en sont réduits à s'en remettre à des intermédiaires plus ou moins fiables. Alors que peut faire la France? L'Irakien de la rue déplore et compatit à l'unisson de l'opinion arabe. Cet enlèvement est une erreur car les Français sont nos amis, estime celui-là. Cet autre dit, pourquoi ne pas permettre aux jeunes musulmanes de porter le voile à l'école? Ce ne serait pas la fin du monde. Mais comme il n'est pas question de revenir sur la loi, la France en Irak ne peut que multiplier les contacts et attendre, avec la pénible impression d'être soumis aux caprices des ravisseurs dans un environnement de moins en moins lisible. Bertrand Koch, qu'on retrouve en direct. Bonsoir Bertrand. Est-ce qu'on a sur place une idée de l'origine des informations dont a fait état la chaîne Al Arabiya? Alors, sans doute qu'Al Arabiya a puisé cette information à des sources que l'on qualifiera de proches des groupes islamistes radicaux. Sans doute aussi que la chaîne arabe, qui est la grande rivale d'Al Jazeera, s'est un peu précipitée pour donner la nouvelle, mais ce qui ne veut pas dire qu'elle était sans fondement. Nous-mêmes, ainsi qu'un certain nombre de journalistes et aussi des diplomates de l'ambassade de France, avons reçu toute l'après-midi des indications, des signaux parfois contradictoires, mais dont la teneur globale nous incitait à penser, à espérer que nos 2 confrères seraient libérés avant la fin de la journée. Ce soir, ces mêmes contacts nous affirment que cette libération n'est pas remise en question, mais qu'elle a été reportée à demain pour des raisons techniques et de sécurité. Alors, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il faut rester extrêmement prudent. Simplement, on peut constater que les ravisseurs de Chénaud et Malbruno, quels qu'ils soient et quelle que soit leur motivation, se sont manifestés hier soir à l'issue de l'ultimatum. Celui d'aujourd'hui expire maintenant dans un peu moins d'1 heure. On s'attend donc à ce qu'il fasse un signe plus tangible à la France, sans préjuger évidemment de ce que serait la teneur de cette éventuelle communication. Merci Bertrand pour ces indications. Pendant ce temps, le ministre français des Affaires étrangères, Michel Barnier, poursuit son voyage au Proche-Orient. Après l'Égypte, il était en Jordanie aujourd'hui. Christian Autain. 48 heures d'une course contre la montre pour le chef de la diplomatie française. Aujourd'hui, rencontre avec le roi Abdallah II en Jordanie après l'Égypte hier. Le monarque s'est engagé à multiplier les contacts auprès des Irakiens pour libérer les 2 journalistes français. Un engagement de poids, car la Jordanie a réussi à faire relâcher 8 de ses propres otages lors des 2 derniers mois. Au cours d'une conférence de presse, Michel Barnier a rappelé l'unité des musulmans de France contre cette prise d'otages. Les musulmans de France, les plus jeunes, prient en ce moment pour la libération de nos compatriotes et témoignent de ce qu'est la vérité de notre pays. Signe de cet effort diplomatique sans précédent, l'envoi d'émissaires du Quai d'Orsay à Bagdad. Accompagnés de l'ambassadeur de France en Irak, ils ont été reçus hier par le comité des oulémas musulmans qui se sont prononcés eux aussi pour la libération des 2 Français. Selon le quotidien Le Monde, le général Philippe Rondeau, expert de la diplomatie secrète, aurait été dépêché en Irak. L'homme est connu pour avoir participé à la libération d'otages français au Liban. Une présence que le ministère de la Défense ne dément ni ne confirme. Ce soir, Michel Barnier est de retour en Égypte où il doit s'entretenir avec son homologue allemand, Joschka Fischer, ainsi qu'avec le chef des renseignements égyptiens. Depuis le début de l'ultimatum, la France entend exploiter toutes les pistes possibles pour sauver Christian Chénaud et Georges Malbruno. Oui, elle entend également faire tout son possible pour isoler, entre guillemets, les ravisseurs en multipliant les soutiens politiques ou religieux dans le monde arabe. Le mouvement de solidarité observé en faveur des otages français est sans précédent. Bernard Lebrun. Ne tuez pas les journalistes, scande en anglais cette poignée de confrères palestiniens. Drapeau tricolore déployé, la scène se déroule ce matin en Cisjordanie dans les faubourgs d'Hébron. Du jamais vu dans le monde arabe en termes de solidarité et de mobilisation pour des Français.
Toutes tendances politiques confondues, le discours est unanime, relâchez les journalistes français, comme le dit en arabe ce leader du Hamas, mais aussi celui-ci, porte-parole du djihad islamique, tous deux considérés comme appartenant à des factions extrémistes. Il leur aura fallu 24 heures pour s'aligner et rejoindre pour une fois la position de leur opposant politique Yasser Arafat, qui dès lundi lançait un appel solennel aux ravisseurs. À l'image de cette levée de bouclier contre cette prise d'otage, la première chaîne de télévision du monde arabe, Al Jazeera, a rendu public un communiqué, fait exceptionnel, où la chaîne qatari elle-même demande, je cite, à ce que les journalistes soient relâchés immédiatement. La plus haute autorité sunnite d'Égypte, le moufti de la mosquée d'Al-Azhar, Cheikh Tantawi, a formulé la même demande près des ravisseurs. Idem aujourd'hui pour le parti islamique minoritaire du Parlement égyptien, les très influents frères musulmans. La France a eu une position formidable contre la guerre en Irak, elle doit être récompensée. Enfin, à Bagdad même ce matin, le chef du conseil des oulémas, les docteurs de la loi sunnite, Mohamed Bachar el-Faïdi, que l'on voit ici, a vivement condamné l'enlèvement des journalistes qu'il a qualifié de haram, autrement dit de geste non islamique. En direct du Caire, on retrouve Stéphane Breitner. Bonsoir Stéphane, le périple de Michel Barnier n'est pas terminé. Oui, exactement. Michel Barnier est toujours en Égypte ce soir. Il n'a pas souhaité s'exprimer. Alors peut-être attend-il des nouvelles des otages et peut-être de bonnes nouvelles, puisque ici aussi, la rumeur de leur libération court depuis la fin de l'après-midi. Michel Barnier, en tout cas, a décidé de rester dans la région demain. Pour multiplier les contacts, il devrait normalement se rendre dans les Émirats. Alors en Égypte, ici, l'un des berceaux de l'islamisme, les condamnations encore aujourd'hui sont unanimes, aussi bien du côté des autorités politiques que religieuses. L'organisation des frères musulmans, très implantée dans le pays et que nous avons rencontré ce matin, ont demandé à ce qu'on libère immédiatement les deux Français. Même appel du côté de la plus haute autorité religieuse sunnite, le cheikh Tantawi, qui a demandé également à ce qu'on libère les deux Français. Ce cheikh, souvenez-vous, qui avait suscité une vive polémique à l'intérieur du monde musulman, puisqu'il avait donné son accord à la loi interdisant le port du voile à l'école. Merci Stéphane. Jacques Chirac lui a reçu le soutien sans réserve de Vladimir Poutine et de Gerhard Schröder lors d'un sommet entre les trois hommes à Sotchi, en Russie. Le président français, vous allez le voir, visage fermé, attitude grave, qui a lancé un nouvel appel. Sur place, Véronique Saint-Olive, Francis Forget. Ce rendez-vous avec Vladimir Poutine et Gerhard Schröder était prévu de longue date. Alors malgré la crise des otages français, le président de la République a tenu à l'honorer pour ne pas donner l'impression de se plier aux injonctions des terroristes. Mais ce matin, le visage tendu, Jacques Chirac se tenait informé minute par minute de l'évolution de la situation de nos deux confrères en Irak. Dès leur arrivée à Sotchi, la résidence d'été de Vladimir Poutine, au bord de la mer Noire, le sujet est abordé par les trois chefs d'État. Et Jacques Chirac, interpellé directement dans une deuxième cassette par Christian Chenot et Georges Malbruno, qui demandent le retrait de la loi sur le voile sous peine d'être exécuté, répond « La France ne cédera pas au chantage ». La démocratie française a ses lois, ses valeurs, ses traditions. Et dans les circonstances actuelles, nous sommes entièrement concentrés, vous le savez, sur l'effort destiné à obtenir la libération de nos otages. Dans l'entourage du chef de l'État, on souligne que cette journée de gagner est mise à profit pour démultiplier toutes les pressions sur les terroristes qui détiennent les otages, mais on se refuse encore à parler d'optimisme. Et puis en France même, la mobilisation tous azimuts se poursuit. Le président du Conseil français du culte musulman, Dalil Boubaker, sera avec nous en direct dans un instant. Il appelait aujourd'hui à un rassemblement à la Grande Mosquée de Paris où se sont retrouvés des proches des otages et des personnalités du monde politique notamment. Reportage Éléonore Gay, Alain Locasio. Une doua, la prière des musulmans pour demander à Dieu la libération des deux journalistes français. Il est 15 h. La mosquée de Paris résonne de cet appel solennel que le ministre de l'Intérieur et le maire de Paris sont venus relayer. Quelques minutes auparavant, la compagne de Georges Malbruno, la belle-sœur et le frère du journaliste, ainsi que des membres de la famille de Christian Chenot, ont pris place pour la cérémonie. Ils ne prononceront pas un mot, visiblement éprouvés, mais touchés par le soutien de la communauté musulmane. Nous exprimons ici toute notre solidarité pleine et entière avec les deux journalistes français, M. Christian Chenot
et Georges Malbruno, à leur famille, à leurs proches. À son tour, Dominique de Villepin adresse une prière, mais cette fois aux ravisseurs. Je n'ai qu'un vœu ici, aujourd'hui. C'est que ce message que vous venez d'exprimer, cette invocation, touche aussi le cœur des ravisseurs de nos deux compatriotes. Nous sommes tous ce soir ici dans la mosquée de Paris, quelles que soient nos croyances, les frères des deux journalistes. Le Conseil français du culte musulman propose d'envoyer plusieurs de ses membres en délégation en Irak. Cette possible médiation ne sera pas confirmée avant ce soir ou demain matin. Bonsoir Monsieur Boubaker, on l'a compris, c'est vous qui étiez à l'origine de ce rassemblement. Depuis plusieurs jours, la parole des musulmans, forte, immédiate, a été un sujet de réconfort. On vous sent profondément touché, indigné. Oui, absolument, nous avons voulu exprimer le cri de la communauté musulmane de France qui est indignée, révoltée par les procédés dans lesquels deux journalistes français, deux compatriotes sont séquestrés indignement et d'une manière absolument inique et criminelle en Irak. Pour ces raisons-là, nous avons voulu d'abord refuser le chantage aux otages. Nous avons voulu exprimer que l'islam, ce n'est pas cela. L'islam est le respect de l'autre et le respect de la vie humaine. Et l'islam rejette catégoriquement ces procédés. La communauté musulmane se sent solidaire et a voulu marquer son unité, sa cohésion tout à fait indiscutable avec la communauté nationale, présenter évidemment sa compassion qui nous a bouleversé les familles, des familles des otages, et donc être ce qu'elle est et non ce qu'on peut penser d'elle par ailleurs. Monsieur Boubaker, qu'en est-il finalement de cette délégation du CFCM qui se rendrait en Irak demain? Elle va partir, en ferez-vous partie? Voilà, elle est prête à partir dès demain matin. Nous attendons les informations. Le ministère des Affaires étrangères nous a donné l'assurance qu'il assurerait évidemment le transfert. Et donc nous avons deux délégations prêtes, une de 4 personnes et une de 8 personnes immédiatement prêtes à être opérationnelles en Irak. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Boubaker. Autre image de cette France qui fait bloc, les portraits géants de nos confrères sont affichés depuis tout à l'heure. Nous allons découvrir cette image sur la façade de l'hôtel de ville à Paris à l'initiative de l'association Reporters sans frontières. Des portraits qui devraient être affichés, me précise-t-on, dans les minutes qui viennent. Et puis un peu partout dans les régions, d'autres rassemblements étaient organisés, à Lille et à Montpellier notamment. Yvan Martinet. Il serait 200, peut-être plus, peut-être moins. Peu importe le chiffre, leur présence est avant tout symbolique. Courage, tenez bon, quelques lignes, quelques mots pour manifester son soutien aux otages français. Et grâce à eux qu'on voit ce qui se passe et ce qu'ils sont en train de faire à Bagdad. Alors les Français sont pour rien. Et on est avec les Français jusqu'à la fin. En mettant le foulard, c'était pas du tout, on ne pensait pas que ça, un jour on prendrait des otages pour le voile. C'est vraiment aberrant. À Lille ou ici à Montpellier, des manifestations spontanées qui unissent indifféremment musulmans ou chrétiens. Ces diverses manifestations, certes petites, peuvent contribuer à la libération des otages, ce que nous souhaitons vraiment. Tout le pays est concerné et je crois que c'est une occasion de resserrer les liens entre tous les Français. Pour une grande cause qui est que la République ne saurait en aucun cas se faire dicter sa politique de l'étranger. Politique ou simple citoyen, même solidarité dans les rues de Nantes où 600 personnes ont manifesté pour la libération des journalistes français. Voilà un dernier point sur cette affaire. Les négociations sont sans doute en train de se poursuivre. Qui mène les discussions? Quelles sont les règles dans ce genre de dossier? Y a-t-il marchandage par exemple? Élément de réponse avec Gilles Marinet et Didier Rancoeur. Beyrouth, libération de Jean-Louis Normandin. Des 4 membres de l'équipe d'Antenne 2 kidnappés au Liban, il est le dernier relâché. 20 mois de détention à l'isolement total, il ne sait rien, ou presque. Si je connais le nom du groupe qui m'a enlevé? Oui, l'OJR, l'Organisation de la Justice Révolutionnaire. Mais je ne le sais que depuis quelques mois seulement.
Moi, j'ai appris la libération de Philippe Rochaud et de Georges Janssen parce que les gardiens avaient oublié de couper la télévision après le match France-Brésil de 86. Donc, j'avais tendu ma chaîne, j'avais collé mon oreille à la porte de la prison, du cachot, et j'avais entendu Jacques Chirac à l'époque dire voilà, nous nous félicitons de la libération de Rochaud et de Janssen. Donc j'ai appris ça comme ça. Évidemment, moi, le lendemain, ils m'ont dit non, ils ne sont pas du tout libérés, ils sont quelque part dans Beyrouth encore. Aucune prise sur les événements. Le sort des otages est entre les mains de médiateurs. Parfois, un homme politique formé à la diplomatie, comme Jean-François Degnaud, qui a négocié dans certaines affaires au Liban avec la hantise de commettre une erreur fatale aux otages. Si par exemple on se trompe d'interlocuteur et qu'on est amené à ouvrir les conversations avec des gens qui ne sont pas ceux qui tiennent, alors ça peut pousser ceux qui tiennent vraiment à faire un peu de surenchère. Et de la surenchère qui peut être dramatique. Dans le Liban, livré à la guerre civile, d'autres négociateurs ont marchandé la vie des prisonniers, car il y a toujours un prix. Pour libérer un attaché d'ambassade français, un homme des services secrets a promis de libérer un terroriste. Il y a bien un moment où vous êtes obligé de promettre. Et vous êtes obligé d'engager votre parole, votre crédibilité je ne vais pas dire pour les siècles des siècles, mais pour les mois et les années à venir. Et c'est là que c'est terriblement difficile. Parce que si le pouvoir politique se contente de la libération des otages et puis ensuite ne fait strictement rien, aucun geste, évidemment les prises d'otages suivantes risquent d'être beaucoup plus difficiles. Ombre et lumière, négociation, libération. À quel prix? On se satisfait du résultat. Encore faut-il parvenir à établir un minimum de contact avec des ravisseurs de plus en plus inhumains. Et puis un dernier élément d'information avant de refermer ce chapitre. On a appris aujourd'hui que 12 otages népalais ont été exécutés en Irak. Ils avaient été capturés il y a une dizaine de jours. Le groupe qui les retenait n'est pas le même que celui qui détient les Français. Une vidéo de l'exécution a été diffusée sur un site internet. Bien sûr, nous ne la montrerons pas. Le Népal parle ce soir d'atrocités. Autre titre de l'actualité, le retour des attentats suicides en Israël. 2 kamikazes se sont fait exploser dans 2 bus à quelques instants d'intervalle à Beersheva dans le sud du pays. Il y a 15 morts. Correspondance Charles Anderlin, Mossi Harmon. Le bilan aurait pu être beaucoup plus élevé. En voyant l'explosion au loin du premier autobus, le conducteur du second véhicule a immédiatement ouvert les portes de son bus et près d'une vingtaine de passagers ont eu le temps de sortir avant que la deuxième bombe humaine n'actionne sa ceinture d'explosifs. Il n'y avait pas eu d'attentat à Beersheva depuis 2 ans et demi et les habitants de cette ville industrielle du sud d'Israël sont en état de choc. Ils crient « Vive Israël, les Arabes ne nous briseront pas et aussi nous vaincrons avec l'aide de Dieu ». Je te supplie, Sharon, ou tu règles le problème avec nous, ou tu les liquides. On n'en peut plus. Je suis une mère. Mon fils était 3 ans à l'armée. Je ne vivais plus. Maintenant, il est vigile dans les bus et j'en peux plus. Ce double attentat est revendiqué par la branche armée du Hamas qui affirme venger ainsi son chef spirituel, le cheikh Ahmed Yassine, et son successeur, Abdelaziz Al-Rantisi, tués respectivement en mars et en avril dernier par l'armée israélienne. Visiblement, l'organisation islamiste a reconstitué des réseaux. L'armée, la police israélienne sont en état d'alerte dans la crainte d'attentats demain, jour de la rentrée des classes. Actualité décidément sombre, le terrorisme frappe aussi à Moscou. L'explosion d'une voiture piégée à l'entrée d'une station de métro a fait au moins 7 morts et 15 blessés. C'est une femme kamikaze qui aurait fait exploser sa bombe, selon les services spéciaux russes. La déflagration a été entendue à des kilomètres à la ronde. Rappelons que la semaine dernière, un attentat attribué aux Tchétchènes a fait 90 morts dans le crash de 2 avions. La suite de la convention républicaine à New York. Les derniers sondages donnent George Bush au coude à coude avec John Kerry, 48% d'intention de vote chacun. Les délégués républicains veulent placer la campagne sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Un invité surprise hier soir, un certain Michael Moore. Il n'est pas passé inaperçu. Sur place, Alain de Chalvron, Aaron Diamond. Entre prières pour les victimes du 11 septembre et posture militaire avec des chants de combat et des images Top Gun, la convention a bien donné le ton.
on exploitera au maximum le souvenir des attentats pour faire revivre l'image de George Bush avec son mégaphone au milieu des sauveteurs. Et on insistera sur son rôle de commandant en chef. Pour le 11 septembre, c'est Rudy Giuliani, le maire de New York à cette époque-là, qui s'en charge. George Bush a vu le mal qu'il y a dans le terrorisme international. John Kerry n'a pas cette vision claire, précise et constante. Et pour le commandant en chef, c'est un sénateur rebelle, John McCain, héros du Vietnam, un gauchiste pour certains qu'on envoie en première ligne et qui joue le jeu. George Bush a su prendre la décision difficile et juste de libérer l'Irak. Ne laissez personne dire le contraire et surtout pas un cinéaste de mauvaise foi. Et vlan pour Michael Moore, présent dans la salle, que l'attaque visiblement réjouit. Les sondages sont bons pour George Bush. Il a repris la tête après des mois de domination de John Kerry. Mais c'est une avance faible et fragile. George Bush le sait bien. Il doit donc gommer son image trop idéologique, trop proche des néoconservateurs, se présenter en rassembleur. C'est tout l'enjeu de cette convention. Allez, ce soir, on attend Arnold Schwarzenegger. Et pendant ce temps, devinez ce que fait John Kerry. Réponse, de la planche à voile dans le Maryland, pas très loin de Washington. Un quart d'heure devant les caméras pour montrer qu'un président américain doit être sportif et en bonne forme. En France, c'est la bonne nouvelle du jour, le chômage a baissé en juillet pour la première fois depuis 5 mois, moins 0,5%, 12 500 demandeurs d'emploi en moins. Les effets de la croissance retrouvée se feraient donc sentir. Parmi les secteurs où la reprise est la plus vive, le bâtiment et la construction. Les mises en chantier ont progressé de 15% ces 3 derniers mois, en particulier dans la périphérie des grandes villes. Daniel Wolfrom, Mathieu Drejoux. Le vieux Courbevoie s'efface petit à petit devant le nouveau et ce n'est pas prêt de s'arrêter. C'est confirmé, les classes moyennes s'installent bien en proche banlieue, les constructions neuves y fleurissent avec leur lot de logements spacieux. Ainsi, dans le bâtiment, tous les corps de métier en profitent. Et vous, alors, vous enquillez chantier sur chantier? Oui. C'est-à-dire, une fois que vous avez fini celui-là? Ah oui, je partirai ailleurs, j'ai déjà quelque chose qui m'attend. Résidentiel, HLM, bureaux, maisons, en un an, le nombre de chantiers a augmenté de 11%. Et chiffres révélateurs, ce sont les résidences qui sont les vedettes du marché. Plus 28% de mise en chantier sur un an. Plus que jamais, la pierre est une valeur refuge, et ce, malgré la hausse des prix des logements, plus 15% en un an. C'est vrai, les prix continuent à augmenter et continueront tant qu'en fait, il y aura plus de clients que de logements et tant que les clients auront la capacité d'acheter, ce qui est le cas aujourd'hui. Et la situation est d'autant plus paradoxale que les revenus des ménages, eux, ne bougent pas, que le chômage frôle les 10% et que, de nouveau, les taux d'intérêt augmentent. La rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale François Fillon a donné la feuille de route aux enseignants. Priorité pour le collège, le français, dictée, récitation et rédaction. Benoît Bringer, Marie-Pierre Cassignard. Dans les villages isolés, la dictée. François Fillon veut la remettre au goût du jour pour atteindre son premier objectif, le renforcement de la maîtrise du français. Le complément d'objet direct et l'accord du participe passé menacent donc de revenir à la mode, au même titre que la récitation et la lecture à haute voix, au primaire comme au collège. Autre priorité du ministre de l'Éducation, mettre l'ordinateur au cœur du système scolaire. Cette année, 60 000 élèves seront dotés d'un bureau virtuel qui leur permettra, via Internet, de consulter leur emploi du temps ou leur cahier de texte. François Fillon souhaite également renforcer l'accueil des élèves handicapés. C'est sa troisième priorité. Le ministre promet d'investir 23 millions d'euros dans l'équipement et de multiplier les postes d'auxiliaires de vie scolaire. Autant d'ambition que le syndicat majoritaire de l'enseignement supérieur accueille avec réserve. Et il s'est rabattu sur un discours dont il pense qu'il sera bien compris par l'opinion publique, celui donc des bonnes vieilles méthodes, mais qui, si on regarde très précisément ce qui a été dit par le ministre, sont des méthodes qui sont très loin d'avoir fait la preuve de leur efficacité. Enfin, dernière priorité, ouvrir l'école sur l'étranger en multipliant les sections européennes. Voilà pour le menu qui sera proposé aux élèves. Pour les profs, la rentrée c'est demain. Portrait croisé, celui d'une débutante, ce sera son premier face-à-face avec la classe. Et celui d'une future retraitée, c'est sa dernière saison. Nabila Tabouri, Marie-Pierre Cassignard.
Devenir enseignante, pour Lucie, une évidence. Passionnée d'athlétisme, à 24 ans, elle fait sa première entrée comme professeure d'éducation physique. Françoise, elle, exerce depuis 40 ans. Elle a enseigné l'allemand puis le français. C'est sa dernière entrée avant la retraite. Vous pouvez le collège Je vais vous accompagner. Visite guidée du collège, Françoise y a ses marques. Elle est en poste ici depuis 20 ans. Justement, il y a Françoise. Lucie, Françoise, notre secrétaire, qui est en train de préparer les casiers. À la veille de la rentrée, le regard sur leur profession est différent. Question de génération. Alors, quand j'ai commencé, je pense qu'on était encore dans l'optique, on fait le même métier toute sa vie. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus du tout dans cette optique-là. Vous, Lucie, vous ne voyez pas faire ça toute votre vie? Je vais attendre de savoir si ça me plaît vraiment. En attendant, elle sait déjà ce qui risque de lui déplaire. Les provocations liées au port du voile qui sera interdit dans les écoles. Pour moi, certaines choses ne seraient pas tolérées dans mon cours, ne seraient pas acceptées parce que j'ai mes principes et j'ai décidé d'enseigner dans l'école laïque publique. Et donc, c'est vrai que si jamais aujourd'hui je devais rencontrer ce genre de problème, je sais que je les refuserais, mais comment les gérer, je ne sais pas encore. Nous avons plus de problèmes avec les casquettes des garçons. Le foulard. L'une en parle avec appréhension, l'autre avec ironie. La différence s'appelle sans doute l'expérience. La santé avec une grande étude sur l'infarctus rendue publique aujourd'hui. Il est prévisible dans 9 cas sur 10. Ça ne signifie pas forcément qu'il est évitable, mais les facteurs de risque sont toujours les mêmes. Géraldine Dalban-Morenas, Christian Leroux. Sa patiente cumulait les risques. Des petits risques, un peu de diabète, un peu de tension, un peu de surpoids, quelques cigarettes. Des petits risques qui, ajoutés les uns aux autres, ont provoqué l'impensable, l'infarctus. J'ai pas pris conscience que ça pouvait être si grave. J'avais pas conscience que ça pouvait être, on peut dire, la vie ou la mort. Hein. C'est ça l'infarctus. C'est la vie ou la mort. Avant l'accident, personne ne l'avait alerté sur les dangers de sa situation. À l'époque, le corps médical ciblait plutôt les patients avec des problèmes majeurs. La prise en compte de tous ces petits risques dans la genèse d'un infarctus, c'est une affaire récente. Aujourd'hui, on sait qu'au fond, si vous avez plein de petits risques surajoutés, votre risque de faire un infarctus peut être très élevé. Une étude canadienne a recensé 30 000 personnes dans 52 pays différents. Elle confirme l'importance de certains facteurs comme la consommation de tabac, même très faible, l'hypertension artérielle, l'obésité ou la faible consommation de fruits et légumes. 90% des infarctus seraient ainsi prévisibles, même si prévisible ne veut pas forcément dire évitable. On peut certainement diminuer de manière importante le nombre d'infarctus en prenant en charge complètement les facteurs de risque par l'hygiène de vie et les médicaments. 90% c'est peut-être exagéré, mais certainement de manière importante. Information et prévention sont donc des priorités dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires pour que des hommes et des femmes ne soient plus des malades qui s'ignorent. En bref, les risques de rage en Gironde, l'alerte est d'une exceptionnelle gravité selon le directeur général de la santé. 3 personnes supplémentaires sont recherchées par la préfecture. Il s'agit d'un couple et d'un cycliste qui aurait pu être en contact avec le chien mort de la maladie. Au total, ce sont donc 10 avis de recherche qui ont été lancés. L'environnement, encore un navire soupçonné de pollution volontaire au large de l'île Dieu. Il aurait vidé et nettoyé ses cuves en pleine mer. Le parquet de Brest l'a fait dérouter vers Bayonne. Anne-Sophie Chaumier-Lecomte. Le Silver Spear a jeté l'ancre au large de Bayonne. Escorté depuis hier par un patrouilleur de la Marine nationale, le cargo est arrivé en pleine nuit en vue des côtes basques. Pris en flagrant délit de rejet d'hydrocarbures à 150 km de l'île Dieu, le navire avait reçu l'ordre de se dérouter, une injonction à laquelle il n'a pas immédiatement obtempéré. Il a déclaré qu'il souhaitait d'abord contacter son armateur avant de nous obéir, et il s'est finalement dérouté, apprenant qu'il était passible d'amende supplémentaire si jamais il n'obéissait pas à l'ordre qui lui était donné. Car ce cargo battant pavillon Saint-Vincent et Grenadines n'avait guère le choix. La Marine nationale a relevé des traces d'hydrocarbures sur plus de 20 km de long. C'est très clair, à l'analyse des photographies qui sont prises, on voit nettement les irisations sur la mer, les traces de pollution. On est certain, à l'analyse des photographies, que cette pollution provient de ce navire. Inflexible, le tribunal correctionnel de Brest a condamné 15 armateurs depuis le début de l'année. Les peines sont de plus en plus lourdes, jusqu'à 350 000 €.
Le capitaine polonais a été entendu par la gendarmerie maritime de Bayonne. Il devrait comparaître devant le tribunal de Brest début 2005. En attendant, il devra payer une caution de 250 000 € s'il veut poursuivre sa route. Des tunnels creusés sous la prison de la Santé à Paris. Ils ont été découverts ces derniers jours. 3 boyaux au moins. C'est une information France 2. Évasion ratée ou tentative d'attentat. Les enquêteurs s'interrogent. Olivier Sioux, Valérie Hermite, Alain Dubas. L'alerte a été donnée début août par des détenus. En pleine nuit, ils entendent du bruit sous leurs pieds. Très rapidement, l'administration pénitentiaire entreprend des investigations et découvre en effet au moins 3 tunnels creusés à partir de vieilles galeries existantes aux alentours de la prison de la Santé. Des tunnels qui convergent tous vers la maison d'arrêt. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que sur un établissement comme la Santé, qui date quand même de nombreuses années, en plein centre de Paris, on peut arriver à trouver ce style de cachette. Alors je crois qu'il est important aujourd'hui que l'administration soit claire, qu'il n'y ait aucune confidentialité et que les personnels soient mis au courant pour qu'on sécurise les abords de cet établissement. Ces tunnels arrivaient tous à l'horizontale sous la prison mais ne remontaient pas à l'intérieur de l'établissement. Plusieurs hypothèses sont donc envisagées. Une tentative d'évasion avortée ou des tunnels pour acheminer vers la maison d'arrêt du matériel et pourquoi pas des explosifs. Alors, évasion manquée ou préparatif d'un attentat, une enquête a été ouverte et confiée à la section antiterroriste du parquet de Paris. Une très importante saisie de cannabis dans les Pyrénées-Orientales, 9 tonnes dans la remorque d'un camion au Pertus à la frontière espagnole. Le chargement était à destination des Pays-Bas. Il a été évalué à 17,5 millions d'euros. Un succès pour les douanes françaises. Les policiers, eux, sont confrontés à un nouveau défi. Les fumeurs de joints cultivent de plus en plus à domicile leur propre cannabis. Le nombre de magasins spécialisés s'est multiplié ces dernières années. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Christophe Widman, Mathieu Bierden. Ce jeune homme est un passionné de jardinage qui tient à rester discret. Sa plante verte préférée est hors-la-loi. Il la cultive à l'abri des regards dans l'armoire du salon. C'est du cannabis à fumer. Une variété donc jamaïcaine, une variété plus mexicaine. Lumière artificielle, arrosage électronique, du matériel en vente libre pour une culture totalement illégale. Le propriétaire nous assure qu'il consomme l'intégralité de la récolte, environ 300 grammes par an. J'avais pour habitude de m'approvisionner avec le marché noir. Et puis j'en avais marre de consommer des produits frelatés à des tarifs exorbitants. Donc étant donné qu'il y a un magasin qui vendait tout le matériel pour faire pousser à 2 pas de chez moi, j'ai décidé de m'y mettre. Se mettre à la cannabiculture, facile. Il y aurait en France 150 boutiques spécialisées comme celle-ci. Au jardin de poche pourtant, aucune trace de cannabis. Il faut dire que le gérant vient d'être mis en examen. La police lui a demandé de faire un peu de ménage. On nous a demandé d'enlever toutes les références aux chambres. Donc on a été obligé d'enlever toute une série d'affiches. La justice lui reproche l'incitation à la consommation, mais surtout la vente de stupéfiants. Pas le produit fini, mais des graines comme celle-ci, importées de Hollande et revendues en France en profitant d'un flou juridique. Pour l'instant, on n'a jamais eu de loi qui nous disait explicitement, écoutez, ces graines-là, c'est interdit de les vendre pour une raison ou une autre. Pas convaincue par l'argument, la justice vient de lancer les premières procédures contre ceux qu'elle considère comme des dealers de graines. Il est logique aujourd'hui, au vu de l'accroissement exponentiel de ces nouveaux commerces, que soit adressé un message des parquets en disant jusqu'où on ne peut pas aller, vendre des produits autorisés on peut le faire, des graines qui donnent ces plantes stupéfiantes c'est interdit, donc c'est la ligne qu'il ne faudra pas franchir, les tribunaux nous diront exactement ce qu'il en est. Le cultivateur clandestin peut toujours trouver ses graines sur Internet. Il existe des dizaines de sites spécialisés. Mais il encourt de la prison ferme et des milliers d'euros d'amende en les faisant germer, de quoi dégoûter certains du jardinage. Cinéma et la sortie demain d'un film très attendu, 2x5, le dernier long métrage de François Ozon, le réalisateur de 8 femmes. Cette fois, il a choisi de raconter l'histoire d'un couple, mais à l'envers, de la séparation à la rencontre. Marie-Jo Jouan, Bernard Puissesseau. 5 x 2, telle une multiplication. Je prononce donc votre divorce à cette date du 17 février 2003. 5 moments forts de la vie d'un couple. L'histoire est racontée à rebours. Elle commence par leur divorce pour se terminer par leur première rencontre.
C'est le choix d'un réalisateur aussi imprévisible qu'expert en casting. Valéria Bruni-Tedeschi, Stéphane Fraisse, un duo inédit au cinéma, idéal pour cette nouvelle exploration de la vie conjugale. Il n'y avait pas la volonté d'expliquer, d'être comme une agence matrimoniale, donner les recettes pour réussir un couple. Plus poser des questions, s'interroger sur comment vivre à deux aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, pour des gens d'une trentaine d'années. Comment on fait? Et vous êtes là avec quelqu'un? Non, je suis toute seule. Ah bah venez déjeuner avec nous tout à l'heure. Ah bah oui, pourquoi pas. Les scènes sont épurées comme celle de la rencontre, que chacun peut enrichir de sa propre histoire. Le regard est juste et lucide, parfois sombre. L'univers de François Ozon ne baigne pas dans l'eau de rose. On regarde le couple autrement qu'on avait l'habitude de le voir. C'est-à-dire qu'on a cassé un peu les stéréotypes de l'homme fort et de la femme fragile, soumise. La femme a vécu 30 ans de révolution dans une société dont on n'a pas encore mesuré les effets. Je trouve que le film prend un peu en compte ça, avec un homme plus fragile, plus vulnérable, qui se pose des questions. Et pour répondre à ses propres questions, le réalisateur préfère cadrer lui-même, pour mieux capter l'émotion de ses acteurs. Ce qui reste au bout du compte, c'est qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est aimés. C'est comme dans le monologue de Perdiccas, dans la pièce de Musset. C'est ça qui reste à la fin de notre vie. C'est les histoires d'amour qu'on a vécues. Revenir au bonheur originel qui n'en rêve pas. Ozon et ses superbes acteurs le font pour nous, le temps d'1 heure et demie, et ça paraît bien court. Sortie demain. On évoquait la rentrée tout à l'heure, eh bien c'est aussi la rentrée sur France Télévisions. Les programmes de l'année à venir étaient présentés aujourd'hui. Parmi les nouveautés sur France 2, les documentaires en première partie de soirée et une nouvelle formule pour le journal de 13h avec Christophe Ondelat. Sophie Jouve, Vincent Bouffartigue. On cherche sa place, on retrouve les copains. Chez France Télévisions, c'est la rentrée pour tout le monde. Forte des audiences de l'été, celle des Jeux Olympiques, comme du feuilleton Le Miroir de l'eau, les troupes sont en ordre de marche. France 2 a réussi le plus bel été depuis des années, je ne vais pas compter exactement, à la fois en audience et en nombre de téléspectateurs qui sont venus regarder régulièrement France 2 tout au long de l'été. Donc c'est formidable. On fait de l'audience ou on fait pas de l'audience? Lui soufflez pas des conneries non plus. Évidemment, à France 2, on ne change pas les valeurs sûres du divertissement. Mais cet automne, la chaîne va développer encore un peu plus sa gamme de fiction. De nouvelles séries de 52 minutes ancrées dans la société d'aujourd'hui seront diffusées tous les mercredis, comme Clara Scheller et bien d'autres fictions de prestige, Dalida ou Milady. Notre chaîne mise également sur l'histoire avec les documentaires fiction. Gladiateur, la suite de Pompéi, sera diffusée en octobre. À l'information, côté nouvelle tête, Christophe Ondelat prend les commandes d'un 13h renouvelé. Donc ça sera un espace dans lequel vont passer beaucoup de gens. Il va y avoir des invités, beaucoup, au minimum 4 invités par jour, parfois 5, qui vont défiler sur ce plateau. Il y aura tous les jours un débat dans le 13h, face à face, idée contre idée. Pour ce journal-là, rendez-vous le 6 septembre. Et pour le reste, chaque jour réserve son lot de retrouvailles et de surprises. Et nous sommes très contents de faire cette nouvelle saison avec vous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. 20h55, un film culte, le mot n'est pas trop fort. La vie est un long fleuve tranquille, la comédie d'Étienne Chatiliez. Minuit dernier journal Laurence Piquet. Dès 6h30 Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde reçoit le président du MEDEF, Ernest Antoine Sellière. On se quitte sur le plus beau des spectacles, celui de la nature, l'eau et le feu. Il s'agit d'une éruption sous-marine à La Réunion. C'est le volcan de la Fournaise qui est entré en activité il y a 3 semaines. À demain.